Kagame comme Savimbi, la chute annoncée par Guy Mafimba face à l'Occident. Ne va pas prendre le risque, sinon le président Kagame, de perdre le pouvoir, parce que ce que je suis en train de vous dire là, il faudrait que les gens se rappellent une chose. Le président Savimbi était dans la même posture aujourd'hui. Il n'était pas chef d'État, mais il était un chef de rébellion puissant. Savimbi avait le tapis rouge à la Maison-Blanche. Mais lorsque les Occidentaux, ses alliés ont dit « on arrête, on doit faire du business », il a insisté, et c'est les mêmes qui ont donné les éléments au président Dos Santos de l'époque pour le neutraliser. Donc le président Paul Kagame, donc il est lâché par les Occidentaux selon vous aujourd'hui? Lâché parce que les États n'ont que des intérêts, les États n'ont pas d'amis. Sinon les puissances n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Aujourd'hui, il s'est trompé à la fois de contexte, il a sous-estimé le président Félix Tshisekedi et surtout il a sous-estimé le patriotisme du peuple congolais et surtout une prise de conscience aussi au niveau régional, au niveau sous-régional et au niveau international. Parce que ça fait 30 ans de conflit et aujourd'hui avec la révolution numérique, tout ce qui se cachait se sait. Et avec la révolution numérique, il y a l'armée numérique, on va dire, de Paul Kagame, est battue à plat de couture par l'armée numérique des patriotes de la RDC, des patriotes de la sous-région et des humanistes africains. Et si Paul Kagame finissait comme Jonas Savimbi? C'est l'avertissement glaçant de Guy Mafimba, analyste politique, qui voit dans l'entêtement du président rwandais face à l'Occident un chemin vers une chute brutale. Aujourd'hui, on décortique cette prophétie explosive. Kagame peut-il vraiment défier le monde et s'en sortir vivant? Ou est-il en train de creuser sa propre tombe politique? Restez avec moi, parce que ce qu'on va révéler pourrait changer votre vision de la crise au Congo. Imaginez un homme au sommet, adulé par certains, craint par d'autres, mais qui, pas à pas, s'isole sur la scène mondiale. Paul Kagame, le maître de Kigali, dirige le Rwanda d'une main de fer depuis des décennies. Mais son rôle dans le conflit à l'est de la RDC, avec les rebelles du M23, commence à lui coûter cher. Guy Mafimba, une voix respectée dans l'analyse politique congolaise, tire la sonnette d'alarme. Si Kagame continue à narguer l'Occident, il risque de finir comme Savimbi, le chef rebelle angolais, puissant un jour, traqué et abandonné le lendemain. Pourquoi cette comparaison? Parce que l'histoire a une sale manie de se répéter quand on sous-estime ses leçons. Commençons par le cœur du problème. Les de la RDC brûlent depuis 30 ans. Des millions de déplacés, des villages rasés, des vies brisées. Et au milieu de ce chaos, un nom revient sans cesse. Kagame. Les Nations Unies, les États-Unis, l'Europe, tous pointent du doigt le Rwanda, accusé de soutenir le M23, ce groupe armé qui sème la terreur dans le nord Kivu. Kigali nie bien sûr, mais les preuves s'accumulent, armes, financement et même des soldats rwandais aperçus de l'autre côté de la frontière. Pour Mafimba, c'est clair. Le vrai problème, ce n'est pas la gouvernance chaotique de Kinshasa, c'est l'agression rwandaise. Une agression qui viole l'intangibilité des frontières, un principe sacré en droit international. Mais pourquoi Kagame s'entête-t-il? Et surtout, pourquoi maintenant? Remontons le fil. Pendant des années, Kagame a joué un jeu subtil. Il a fait du Rwanda une vitrine de développement en Afrique, routes impeccables, croissance économique, discipline militaire. Les Occidentaux, impressionnés, ont fermé les yeux sur ces dérives. Mais il y avait un prix. L'Est de la RDC, riche en minerais rares, cobalt, lithium, or, devenait une arrière-cour pour Kigali. Avec la complicité de figures comme Joseph Kabila,
l'ancien président congolais, et Denis Sassou Nguesso, le dirigeant du Congo-Brazzaville, Kagame a orchestré un pillage discret mais massif. Les minerais traversèrent les frontières, passaient par Brazzaville et finissaient sur le marché mondial. En 2003, le Congo-Brazzaville a même été exclu du processus de Kimberley, qui régule le commerce des diamants, parce que trop de pierres douteuses transitaient par là. Une collusion mafieuse, comme l'appelle Mafimba, qui a enrichi Kigali pendant que l'Est congolais s'effondrait. Mais tout a changé avec Félix Tshisekedi. Arrivé au pouvoir en 2019, le président congolais a décidé de rompre avec ce système. Il veut pacifier l'Est, reprendre le contrôle des ressources et couper les ponts avec cette vieille alliance toxique entre Kinshasa, Kigali et Brazzaville. Une ambition noble, mais risquée, parce que Kagame n'a pas aimé ça. En 2022, Brazzaville signe des accords militaires et économiques avec le Rwanda, officiellement avec des entreprises. Pas l'État, disent-ils. Pour Mafimba, c'est une façade. Ces deals ne font que renforcer la mainmise de Kigali sur les richesses congolaises. Et Tshisekedi, il riposte en s'attaquant à la racine. Le Rwanda, pas le M23, qu'il voit comme une coquille vide, un simple pion dans les mains de Kagame. C'est là que le parallèle avec Savimbi prend tout son sens. Jonas Savimbi, leader de l'UNITA en Angola, était un seigneur de guerre charismatique. Dans les années 80, il avait le soutien des États-Unis, de l'Afrique du Sud, un tapis rouge à la Maison-Blanche. Pourquoi? Parce qu'il servait leurs intérêts dans la guerre froide. Mais quand le vent a tourné, quand les Occidentaux ont décidé qu'il était temps de faire des affaires avec Luanda plutôt que de financer un rebelle imprévisible, ils l'ont lâché. En 2002, traqué par l'armée angolaise, avec des infos fournies par ses anciens alliés, Savimbi est mort dans une embuscade. Mafimba voit le même scénario pour Kagame. Longtemps protégé par l'Occident, il devient un boulet dès que ses ambitions menacent leurs priorités. Et ces priorités, elles changent. Aujourd'hui, la RDC est au cœur d'une bataille géostratégique mondiale. Ces minerais rares sont essentiels pour les batteries, les voitures électriques, la technologie verte. La Chine, qui avait misé sur Kabila et Sassou, perd du terrain face à Tshisekedi, qui se tourne vers les Américains. Massad Boulos, envoyé de Trump, était à Kinshasa début avril 2025 pour parler minerais et sécurité. Les États-Unis veulent un Congo stable, pas un terrain de jeu pour Kagame. Résultat, les sanctions pleuvent sur les officiels rwandais, les appels au retrait des troupes se multiplient et même la Chine, pourtant alliée de Kigali, a voté une résolution à l'ONU contre le Rwanda. Kagame est coincé, mais il ne plie pas. Et c'est là que ça devient fascinant et terrifiant. À Doha, en mars 2025, Kagame rencontre Tshisekedi sous l'égide du Qatar. Les deux présidents appellent à un cessez-le-feu immédiat. Un espoir? Pas vraiment. Le M23, fidèle à Kigali, rejette l'accord et continue son offensive. Pour Mafimba, cette rencontre montre deux choses. Tshisekedi gagne la bataille diplomatique et Kagame s'affaiblit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu venir le changement. Il n'a pas compris que le monde ne tolère plus ces jeux. La révolution numérique aide aussi. Les Congolais, armés de smartphones, exposent les crimes du M23 et du Rwanda en temps réel. L'armée numérique de Kagame, ses trolls et ses communicants, prend une raclée face aux patriotes congolais et aux humanistes africains. Alors, quel avenir pour Kagame? Mafimba est catégorique. Il a deux choix. Soit il quitte la RDC vivant, en acceptant de lâcher le M23 et de rentrer dans le rang, soit il finit comme Savimbi, abandonné par ses alliés et écrasé par ses ennemis. Parce que les États n'ont pas d'amis,
juste des intérêts. Et aujourd'hui, l'intérêt de l'Occident, c'est un Congo stable, pas un Rwanda qui joue les pyromanes. Kagame a sous-estimé Tshisekedi, le patriotisme congolais et la prise de conscience régionale. Il pensait pouvoir défier le monde, mais le monde change plus vite que lui. Et en RDC, ça bouge aussi. L'opposition, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, refuse un gouvernement d'union nationale. Pour Mafimba, c'est une erreur. Il manque de vision d'homme d'État. Joseph Kabila, lui, est hors jeu. Il n'a jamais joué la carte électorale et son soutien au M23 devient trop évident. Pendant ce temps, plus de 600 000 Congolais fuient Goma et Bukavu, errant jusqu'à Kisangani. Des camps de réfugiés, des tortures, des assassinats. Un désastre humanitaire que Kagame alimente et que Tshisekedi veut stopper. On arrive au moment clé. Si Kagame persiste, s'il défie encore l'Occident, il risque tout. Savimbi avait le même orgueil. Il a cru que ses alliés le sauveraient toujours. Erreur fatale. Aujourd'hui, les sanctions, les pressions diplomatiques et la colère d'un peuple congolais épuisé mais déterminé pourraient signer la fin de Kagame. Pas par une balle peut-être, mais par une chute politique brutale. Tshisekedi, lui, joue ses cartes avec intelligence. Il s'attaque à la racine, le Rwanda, et rallie le monde à sa cause. En résumé, Kagame est à un carrefour. L'histoire nous crie une leçon. Défier ses bienfaiteurs, c'est risquer l'oubli. Savimbi l'a appris à ses dépens. Kagame l'ignore encore, mais le compte à rebours est lancé. La RDC, elle, mérite la paix. Pas un voisin qui la saigne depuis 30 ans. Alors, que choisira-t-il? Quitter l'Est congolais vivant ou s'entêter jusqu'à ce que ses anciens amis le laissent tomber? Une chose est sûre, le monde regarde, et il n'attendra pas éternellement. Si cette analyse vous a secoué, il y a encore plus à découvrir. Abonnez-vous, activez la cloche et regardez notre prochaine vidéo sur les coulisses de ce conflit. La vérité n'attend pas. Kabila est écarté parce qu'il s'est écarté lui-même déjà du processus électoral. Il n'a jamais participé à aucune élection. Et lorsqu'on dit que Kabila est du côté du M23 aujourd'hui, ça devient de plus en plus factuel. Donc Mouzito a compris cela. Par contre, Fayulu et le président Moïse Katumbi, je pense que malheureusement, ils n'ont pas les capacités des hommes d'État. Et la Senko peut être un outil de médiation? Non, je suis tout à fait contre cette approche de la Senko parce que la théologie de la libération dont j'appelle, la Senko aurait dû mettre des lignes de démarcation. La priorité d'abord, c'est l'intégrité territoriale et on ne négocie pas avec des gens qui ont pris des armes pour combattre leur propre pays. Certains dénoncent l'absence d'implication du président Sassou dans le conflit à l'est de la RDC. Est-ce que vous partagez ce constat-là? Mais l'absence du président Denis Sassou Nguesso dans le conflit de la RDC peut s'expliquer pour la simple raison qu'on y reviendra tout à l'heure. Vous savez, je fais très court. Le premier voyage du président Xi Jinping en Afrique, c'était au Congo-Brazzaville. Pourquoi? Parce que la Chine voulait faire du Congo-Brazzaville un pays pilote, comme une vitrine des relations entre la Chine et l'Afrique. Et c'est M. Denis Sassou Nguesso qui a réussi à convaincre le président Kabila, fils, Joseph Kabila, de signer un partenariat stratégique avec la Chine. Et en signant ce partenariat stratégique avec la Chine, ce partenariat stratégique a permis en fait à Paul Kagame, en relation avec Joseph Kabila et Denis Sassou Nguesso, de faire ce qu'ils ont fait à l'est de la RDC. Ce qui revient à dire, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Les gens peut-être se souviennent pas. Le Congo, il est arrivé à un moment dans les années 2003, le Congo avait été exclu du processus de Kimberley.
alors que nous ne sommes pas un producteur, un pays producteur de diamants ou de l'or de manière massive. Pourquoi? Parce que les minéraux de l'Est de la RDC qu'exploitait Kagame passaient par le Congo pour être mis sur le marché international. D'où les relations fusionnelles entre Kagame et Denis Sassou Nguesso. Et lors de l'arrivée du président, du président Félix Tshisekedi, qui a voulu à la fois pacifier et rompre avec cette espèce, passez-moi le terme, de connivence mafieuse entre la RDC, le Kigali et Brazzaville. Ouais, de collusion. De collusion. Bien entendu, ça n'a pas été bien compris par Brazzaville, ou n'a pas été souhaité par Brazzaville. Brazzaville a toujours souhaité que la Kigali puisse continuer avec ses collusions, avec cette exploitation illicite des matières premières. Alors, lorsque le Congo-Brazzaville signe les accords militaires et économiques avec Kigali en 2022, tout récemment, avril 2022. Alors, ils disent qu'ici, ils ont signé avec des entreprises et pas forcément avec l'État. Non. Nous avons eu connaissance de ces accords. Ces accords ne pouvaient que mettre en co-belligérance le Congo-Brazzaville. Donc la confiance est rompue aujourd'hui, selon vous, entre... La confiance est rompue. Parce qu'on a vu la Senco se rendre quand même à Brazzaville. Mais on va y revenir. La Senco est dans une posture qui est diamétralement opposée à celle des autorités de Kinshasa. Ouais. Et donc, la Senco, ça ne m'étonne pas qu'ils partent à Brazzaville parce que la médiation une tentative de médiation de Denis Sassou Nguesso ne peut que satisfaire Kigali parce qu'ils sont une espèce de collusion, de connivence. Alors, vous pensez que la Senco aussi est de collusion avec le Rwanda? La connivence ou collusion, ça serait trop dire. Mais dans une espèce de posture, comment je peux dire ça, qui laisse faire, qui ne pointe pas du doigt le véritable problème du conflit à l'est de la RDC. Le principal problème, c'est l'agression du Rwanda. Le principal problème, ce n'est pas la gouvernance de M. Tshisekedi. Ça, c'est secondaire. Comment je peux dire, l'élément primaire, c'est l'agression du Rwanda à l'est de la RDC qui pose un problème international, c'est-à-dire l'intangibilité des frontières. Et quel regard portez-vous sur la rencontre entre le président Kagame et Tshisekedi à Doha, au Qatar et comment voyez-vous la suite? Bon, on ne peut que satisfaire. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que ce conflit cesse. Vous savez, j'ai toujours tendance à dire... mon pays, c'est le Congo-Brazzaville, et mon avenir, je veux dire, c'est le bassin du Congo. Il faudrait que ce conflit cesse. Le seul regret qu'on peut constater, c'est quoi? C'est que c'est à Doha, au Golfe, dans les pays du Golfe, qu'aujourd'hui on veut trouver une solution. Alors que le processus de Luanda ou de Nairobi aurait pu permettre à ce que ces deux chefs d'État trouvent une solution à la cessation des hostilités. Mais l'avenir, moi je pense que l'avenir est bon. Pourquoi? Parce que je pense que le président Tshisekedi a gagné la bataille médiatique, est en train de gagner la bataille diplomatique. Et aujourd'hui, il faut plutôt interpeller la classe politique de la RDC pour qu'elle prenne ses responsabilités en se disant d'abord, mettons-nous ensemble pour régler ce conflit à l'Est et le reste est secondaire. Diplomatique de la RDC. Et donc, est-ce qu'il faut voir aussi derrière cette rencontre à Doha l'affaiblissement de M. Kagame? Oui, parce que je pense que Kagame n'a pas contextualisé en fait sa énième attaque. Il n'a pas compris que le monde est en train de changer. Il n'a pas compris que, je parlais tout à l'heure de la Chine, que la RDC aujourd'hui est une centralité géostratégique. Donc la bataille sur le plan leadership mondial se joue aussi en RDC, sinon dans le bassin du Congo. Or, le président Tshisekedi, il a compris et il se tourne vers d'autres puissances pour dire, attention, le partenariat stratégique avec la Chine, il n'arrive pas à me garantir la sécurité, mais moi je me tourne vers vous. Avec les Américains, voilà, c'est une bonne approche selon vous? Vous savez... lorsqu'on veut protéger son pays d'une agression et qu'on a des matières premières stratégiques, des matières premières rares,
ben, il faut l'utiliser à bon escient pour garantir l'intégrité territoriale de son pays. C'est une bonne approche à la seule condition que on fasse appel au pari de l'intelligence pour que ces accords, si ces accords sont signés, il y a une expertise africaine intéressante pour que ces accords ne soient pas des accords léonins. Et que reste-t-il aujourd'hui du M23? Le M23, passez-moi le terme, c'est une coquille vide. Le M23, c'est comme le CNDC à l'époque, c'est comme toutes les formes de rébellion qui ont été créées. Et c'est ces formes de rébellion avec comme sous-bassement le soutien du Rwanda ne pouvait pas faire long feu. Donc, je pense que s'il y a une prise de conscience, ce que je ne crois pas parce qu'il continue à recruter le M23, mais s'il y a une prise de conscience, il y a un certain nombre de dirigeants de la RDC doivent prendre conscience pour retrouver les voies du dialogue. Sinon... Donc, Konaï Nanga, vous appelez Konaï Nanga à quoi? À Renault, le dialogue. Est-ce qu'il peut aujourd'hui retourner sereinement à Kinshasa et dialoguer? Mais sereinement, serait trop dire. Mais je pense que tout homme politique, s'il se dit politique, doit savoir se remettre en cause par rapport à une approche. On peut se tromper et puis se remettre en cause pour l'intérêt supérieur de la nation. Parce que, à quoi bon de voir aujourd'hui ses compatriotes, on parle plus de 600 000, je suivais ça ce matin, 600 000 compatriotes qui sont partis de Goma et Bukavu qui se retrouvent à Kisangani, des camps de réfugiés et autres, des tortures, des assassinats et autres. Donc il peut se remettre en cause, il doit se remettre en cause. J'ai même constaté déjà que Franck Djongo, qui était avec lui, est un monsieur respectable qui est en train de se remettre en cause. Donc j'en appelle à une prise de conscience de ces... En fait, on a l'impression que quand on vous écoute que le M23 est lâché par le Rwanda aujourd'hui ou en train d'être lâché par le Rwanda. Mais c'est une évidence. Parce que le président Tshisekedi a eu l'intelligence de s'attaquer à la racine. S'attaquer à la racine, c'était le Rwanda. Comment faire à ce qu'on puisse faire... Raison pour laquelle il a toujours dit, je ne discute pas avec le M23, il avait compris. Ça fait quand même 30 ans de conflit. Et au lieu de s'attaquer à ce qui est la vitrine, il faut s'attaquer à la racine. Et aujourd'hui, le Rwanda ne va pas prendre le risque, sinon le président Kagame, de perdre le pouvoir, parce que ce que je suis en train de vous dire là, il faudrait que les gens se rappellent une chose. Le président Savimbi était dans la même posture aujourd'hui. Il n'était pas chef d'État, mais il était un chef de rébellion puissant. Savimbi avait le tapis rouge à la Maison-Blanche. Mais lorsque les Occidentaux, ses alliés ont dit « on arrête, on doit faire du business », il a insisté, et c'est les mêmes qui ont donné les éléments au président Dos Santos de l'époque pour le neutraliser. Donc le président Paul Kagame, donc il est lâché par les Occidentaux selon vous aujourd'hui? Lâché parce que les États n'ont que des intérêts, les États n'ont pas d'amis. Sinon les puissances n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Aujourd'hui, il s'est trompé à la fois de contexte, il a sous-estimé le président Félix Tshisekedi et surtout il a sous-estimé le patriotisme du peuple congolais et surtout une prise de conscience aussi au niveau régional, au niveau sous-régional et au niveau international. Parce que ça fait 30 ans de conflit et aujourd'hui avec la révolution numérique, tout ce qui se cachait se sait. Et avec la révolution numérique, il y a l'armée numérique, on va dire, de Paul Kagame, est battue à plat de couture par l'armée numérique des patriotes de la RDC, des patriotes de la sous-région et des humanistes africains. Une dernière question de l'actualité politique en RDC, ce sont les discussions autour du gouvernement d'union nationale. L'opposition est vent debout contre cette initiative. Est-ce que vous comprenez l'attitude de l'opposition? Comment qualifiez-vous cette séquence politique en 2 minutes? En 2 minutes, j'encourage. Mais par contre, l'irresponsabilité. Parce que j'ai vu l'opposition, c'est juste Mouzitou qui a accepté. Les autres n'ont pas accepté. Mais alors que voilà, ils sont dans l'approche... Et Kabila qui est écarté quand même de la discussion. Mais Kabila est écarté parce qu'il s'est écarté lui-même déjà du processus électoral. Il n'a jamais participé à aucune élection. Et lorsqu'on dit que Kabila est du côté du M23 aujourd'hui, ça devient de plus en plus factuel. Donc Mouzitou a compris cela. Par contre, Fayoulou et le président
Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Je pense que malheureusement, ils n'ont pas ils n'ont pas les capacités des hommes d'État. Et la Senko peut être un outil de médiation? Non, je suis tout à fait contre cette approche de la Senko parce que la théologie de la libération dont j'appelle, la Senko aurait dû mettre des lignes de démarcation. La priorité d'abord, c'est l'intégrité territoriale et on ne négocie pas avec des gens qui ont pris des armes pour combattre leur propre pays. Guy Mafimba, merci beaucoup. Et j'ai une bonne nouvelle à annoncer à notre téléspectateur, c'est qu'on vous verra régulièrement ici pour décrypter l'actualité politique congolaise. Et ça sera avec plaisir. Je remercie votre rédaction de la confiance et je pense qu'on fera du bon travail pour édifier vos téléspectateurs. Merci Guy Mafimba, merci à Moustapha la réalisation. Portez-vous bien, bon week-end et à lundi.